Je suis psychanalyste à l'Association psychanalytique de France et je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Cité, après avoir longtemps dirigé un service de pédopsychiatrie, d'abord il y a très longtemps à Saint-Vincent-de-Paul, qui est un lieu aussi important pour la pédopsychiatrie française, et ensuite à Necker, l'hôpital Necker, enfants malades, avant de venir m'installer ici donc à l'institut qu'on appelle aujourd'hui l'Institut Paris-Brune, mais qui était effectivement l'Institut de puériculture de Paris. Les trois grands domaines dans lesquels je me suis impliqué, dans lesquels je m'applique surtout, je dirais c'est la question du développement précoce, du tout petit, la mise en place de l'appareil psychique chez les tout petits, chez les bébés. La question de l'autisme, des autismes, aujourd'hui on dit les troubles du spectre autistique. Et puis aussi la question de l'adoption, sans doute parce que j'ai été au début de ma vie professionnelle formé en grande partie sur le plan clinique par Michel Soulet, qui travaillait ici à l'Institut de puériculture de Paris, qui avait fondé là une des toutes premières guidances infantiles, comme on disait à l'époque. Et Michel Soulet, avec Janine Noël, a été l'un des pionniers de la réflexion psychologique et psychopathologique sur les enjeux de l'adoption. D'ailleurs, comme lui, j'ai été longtemps membre du Conseil supérieur de l'adoption. Et puis, pendant quelques années, de 2005 à 2008, j'ai eu la responsabilité qui m'a vraiment beaucoup intéressé d'une institution, d'une nouvelle institution en France qui avait été créée en 2002, le CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, qui a pour mission d'aider les personnes nées sous secret et sous anonymat, on dit parfois nées sous X, à retrouver quelque chose de leur histoire, pas seulement biologique, mais de leur histoire globale. Ces trois domaines, évidemment, sont distincts. Le développement précoce du tout petit, les situations autistiques, l'adoption. Mais en fait, ce qui fait le lien entre ces trois domaines, c'est la question du lien. Parce que étudier comment un tout petit met en place son appareil psychique, pour moi, c'est surtout étudier la manière dont il va mettre en place ses premiers liens et dont il va pouvoir se les représenter psychiquement, mentalement. Les situations autistiques sont des situations très douloureuses dans lesquelles les enfants échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces fameux liens initiaux, précoces, primitifs, primordiaux. Et puis dans l'adoption, on a l'occasion, c'est une situation un petit peu exemplaire, un peu paradigmatique, pour voir comment un enfant va mettre en place ces fameux liens initiaux avec des adultes qui ne l'ont pas engendré, qui ne l'ont pas fabriqué, mais qui vont se positionner pour lui, évidemment, la vie durant comme ses parents. Le lien traverse vraiment toute ma démarche théorico-clinique depuis longtemps. À l'époque, on pouvait valider, se spécialiser à la fois en pédiatrie et en pédopsychiatrie. En fait, je savais que je voulais être pédopsychiatre, mais j'avais quand même envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait du côté des maladies du corps, des maladies somatiques. Donc c'était déjà peut-être un intérêt pour moi pour le lien entre le corps et la psyché. Ces deux choix, pédiatrie, pédopsychiatrie, enfin ces deux orientations, je ne veux pas rentrer bien sûr dans le détail de ma vie personnelle, mais enfin j'avais eu à côtoyer la maladie grave des enfants et la mort d'enfants dans mon entourage assez proche, et puis les difficultés psychiques d'adultes également. Donc je savais de toute façon que je voulais être pédopsychiatre, mais j'ai quand même eu envie de faire ce petit détour par une formation en pédiatrie. Et donc tout mon internat a été fait sous les deux aspects, pédiatrie et pédopsychiatrie. Avant de commencer médecine, j'avais quand même une hésitation entre devenir médecin ou devenir chef d'orchestre. Parce que la musique a une grande place dans ma vie, elle a toujours une grande place. Voilà, donc ça s'est fait, je n'ai pas de regrets. Diriger les équipes, c'est un petit peu comme diriger un orchestre. Et puis, il s'agit d'éviter un certain nombre de cacophonies et de trouver des synchronies qui soient vivantes. Je continue à faire du piano depuis toujours, et encore maintenant. J'ai retrouvé aussi la musique, l'intérêt pour la musique au sein de la pédopsychiatrie elle-même, puisque un de mes thèmes favoris, c'est la mise en place du langage. Et que le langage, au tout début, et en deçà des mots presque, a quelque chose à voir avec la musique en quelque sorte, bien entendu. Et les bébés, ils sont eux-mêmes très sensibles. J'ai fait mes études donc à la faculté de médecine parisienne Necker, qui n'était pas du tout sensibilisé à la psychanalyse.
Le service de pédopsychiatrie de cet hôpital était dirigé par quelqu'un qui était non seulement pas sensible à la psychanalyse, mais qui était très anti-psychanalytique, qui s'appelait le professeur Pierre de Bréry-Zen, et qui était un farouche adversaire de la psychanalyse, à laquelle il ne trouvait aucune légitimité scientifique possible. Bon, en réalité, à l'époque, quand on est nommé à l'internat et qu'on fait on a 4 ans d'internat à faire, 8 semestres d'internat, comme on dit. En pédopsychiatrie, à l'époque, il n'y avait pas tellement de services à Paris, donc tout le monde allait un peu partout. Et moi, je suis passé donc dans son service, Necker, qui d'ailleurs ne s'appelait pas pédopsychiatrie, ça montre les réticences qu'il avait par rapport à cette discipline. Et il l'avait appelé psychopédiatrie. Bon, ça en dit long sur ses choix préférentiels. Voilà, donc je suis passé là comme interne. J'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelait Claude Burstein, qui s'appelle Claude Burstein, qui a été ensuite professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Strasbourg, en Alsace, qui lui avait fait une analyse personnelle et m'a fait découvrir une pédopsychiatrie que j'ai trouvée extrêmement vivante, intéressante, fondée sur la rencontre, alors que dans le service, c'était une attitude très pédiatrique, très somatique, linéaire, monofactorielle. Voilà. Mais je n'ai aucun regret d'être passé là, d'abord parce que j'ai rencontré Claude Burstein, mais en plus, la façon de travailler de Pierre de Bréry-Zen et son équipe m'a fait gagner beaucoup de temps parce que j'ai très vite compris ce que je ne voulais pas faire. Ça, c'est un avantage évident. Hein. J'avais vu ça une fois en tant qu'interne, et un an de clinica, et j'ai très vite compris que c'était exactement autre chose que je voulais faire. Et puis, dans le cours, à cette époque-là à peu près, dans le courant de mes études, parmi les enseignants qui intervenaient donc, auprès des étudiants de la faculté Necker, il y avait Pierre Bailly-Salin, qui était un psychiatre, non pas universitaire, mais un psychiatre chef de service dans les hôpitaux psychiatriques, et qui, lui, était psychanalyste. Bon, il avait une toute petite intervention dans le cadre de nos enseignements, mais manifestement, quelque chose a résonné en moi. J'ai été le voir, je crois, c'est loin maintenant, mais je crois que j'avais été le voir en pensant que je pouvais lui demander peut-être de faire une analyse avec lui. Bon, ça ne s'est pas présenté comme ça, mais en tout cas, il m'a donné beaucoup d'informations sur les sociétés psychanalytiques de l'époque, et en particulier sur la SPP et l'APF. De son discours à lui, hein, je ne dis pas du tout que c'est à prendre au pied de la lettre, mais de son discours à lui, ce que j'avais retenu à l'époque, c'est que la SPP, la Société psychanalytique de Paris, était une grande maison avec plusieurs centaines de membres, ça c'est un fait et c'est toujours un fait, qui était quand même très marquée par un certain nombre de personnalités médicales qui étaient devenues psychanalystes dans ce champ-là, dans ce cadre-là. Et il m'avait fait sentir que l'APF était une plus petite maison, c'est toujours le cas, même si elle augmente actuellement un petit peu en nombre de membres, mais quand même, nous sommes beaucoup moins nombreux à l'APF qu'à la SPP. Mais il m'avait fait ressentir qu'à l'APF, peut-être, l'atmosphère était moins médicalisée, peut-être un petit peu plus littéraire, philosophique, Laplanche, Pontalis, plus, je me rappelle un terme, je crois qu'il l'avait prononcé, peut-être un petit peu plus intello que la SPP, mais je ne voudrais vexer personne, parce que c'est aussi peut-être ma reconstruction d'aujourd'hui. Voilà, en tout cas, c'est ça que j'avais entendu. Et ce qui m'intéressait beaucoup, moi, c'était que la cure analytique personnelle soit en dehors du cursus, qu'on la fasse avant, et puis qu'ensuite on vienne frapper à la porte de l'APF. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je savais absolument que je voulais être pédopsychiatre, je n'étais pas encore tout à fait sûr de vouloir être analyste, et je n'avais pas tellement envie que cette question, est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas devenir analyste, pèse trop sur mon travail analytique personnel. Voilà. Donc finalement, j'ai été voir 2 personnes, une analyste femme à la SPP, un analyste homme à l'APF, et je me suis décidé pour l'APF. J'ai fait mon analyse avec Guy Rosolato, sans d'ailleurs savoir au début à quel point la musique était importante pour lui aussi. Mais enfin bon, ça a été une rencontre ultérieure.
Et voilà, puis j'ai fait tout mon cursus à l'APF sur un nombre d'années assez consistant parce que j'étais aussi pris par des responsabilités hospitalières et universitaires. Donc j'ai avancé doucement, mais j'ai avancé avec plaisir. Et quand j'ai été nommé membre de l'APF, ça a été vraiment un très très grand plaisir pour moi. Quand je réfléchis, très grand plaisir parce que, peut-être on en reparlera, la question de la transmission est importante à mes yeux, et peut-être qu'on n'est pas obligé de faire partie d'une société psychanalytique, on peut trouver d'autres façons d'échanger, et de réfléchir et d'élaborer avec des collègues, mais du point de vue de la transmission aux plus jeunes, peut-être que je pense toujours d'ailleurs, que faire partie d'une société psychanalytique est quand même quelque chose qui donne un petit peu de poids et qui facilite les choses. Un dernier mot sur ce choix entre la SPP et l'APF. Je n'ai pas encore dit que mon père était médecin, gynécologue obstétricien. Alors vous voyez, en ce moment, je vous ai parlé du bébé, des autismes et de l'adoption. En ce moment, je travaille beaucoup sur les tout premiers temps de la vie psychique, y compris peut-être de la vie prénatale. J'en ai parlé dans un podcast de l'IPA récemment. Je travaille beaucoup sur ces questions avec Sylvain Missonnier. Donc je me dis que peut-être en remontant vers le fœtus, là, je me rapproche peut-être d'un aspect du travail de mon père. Toujours est-il que mon père, lui, avait... alors d'abord, je dois dire que mon père, mes parents, si j'avais fait le choix de chef d'orchestre, m'auraient laissé le faire. Je n'ai eu aucune pression là-dessus. C'est quelque chose de plus interne qui s'est joué là et qui m'a fait choisir médecine et non pas chef d'orchestre. Mais une fois que j'avais choisi médecine, je voyais bien quand même que mon père avait une vision assez médicale, traditionnelle, classique, biologique, somatique de la médecine. Pour lui, la psychiatrie ou la pédopsychiatrie, c'était quelque chose d'un petit peu plus évanescent, probablement. Mais bon, mon analyse m'a permis aussi de me dégager un petit peu d'une emprise ou d'une influence trop forte. Et après, quand j'ai choisi de devenir analyste, j'avais quand même envie d'une psychanalyse qui ne soit pas trop médicale. Et les mots de Pierre Baïssanet à propos de l'APF ont résonné très fort à ce moment-là dans mon esprit, je crois. En tout cas, c'est vrai que moi, j'aime bien faire dialoguer des domaines, des disciplines, des points de vue différents, pas du tout à la recherche de compromis qui sont souvent un peu mous. Les consensus, ça vire assez facilement à la compromission. Par contre, je pense vraiment qu'il y a un dialogue à établir entre des champs différents. Le corps et la psyché, dont je parlais tout à l'heure, bien sûr, là je ne vois pas du tout d'opposition, mais ce sont deux aspects de la personne qui doivent être absolument mis en lien. Récemment, il y a 2 ans, j'ai fondé l'Institut contemporain de l'enfance. Moi et un certain nombre de collègues, évidemment, et d'amis, Marie-Rose Moreau, Sylvain Missonnier, enfin toute une série de personnes. Voilà, on l'a pensé comme un espace pour promouvoir un soin psychique de qualité pour les bébés, les enfants et les adolescents, mais aussi un prendre soin de qualité pour les bébés, les enfants et les adolescents, et qui soit en référence, malgré le contexte difficile actuel, qui soit en référence clairement assumée à la psychanalyse, d'abord et avant tout, mais aussi à la pédagogie, parce que j'ai la responsabilité dans ce bâtiment de l'association Picler, l'Oxy-France, qui diffuse en France les travaux de l'école de Budapest, MI Picler, à la psychopathologie, mais en fait on devrait dire aux différentes composantes de la psychopathologie, dont la psychopathologie attachmentiste d'ailleurs, et tout ça, c'est un peu ambitieux, mais enfin on démarre, avec des ouvertures assez fortes sur le monde de l'art et de la culture, parce que je crois, dur comme fer, qu'il y a une dialectique à trouver entre la créativité artistique et la créativité thérapeutique. D'ailleurs, une toute petite anecdote, quand je dirigeais ici l'hôpital de jour que Michel Soulet avait fondé dans ce bâtiment de l'Institut Puériculture de Paris. Un hôpital de jour, c'était un des premiers hôpitaux de jour en France, enfin à Paris en tout cas, qui accueillait des enfants autistes assez jeunes, 2-3 ans. Et j'ai beaucoup aimé cette période de ma vie.
ça m'a beaucoup aidé dans ma formation. Donc c'est un hôpital de jour qui travaillait dans une perspective globale mais psychanalytique notamment. Eh bien, j'avais toujours remarqué que les éducateurs d'enfants qui avaient le plus de contact avec les enfants, souvent des enfants qui étaient sans langage, étaient souvent des éducateurs qui eux-mêmes, je pense aux éducateurs spécialisés là, étaient eux-mêmes engagés dans des démarches artistiques, de cinéma, de sculpture, d'art plastique, un espèce d'enracinement corporel, sensoriel de leur vision des choses, du monde, mais aussi de leur langage. Et que leur langage touchait davantage les enfants autistes que le langage d'autres personnes moins engagées qu'eux dans une démarche artistique. Donc je crois que la question de la sensorialité fait un pont d'ailleurs entre la dimension, enfin, le champ de la créativité artistique et le champ de la créativité thérapeutique. Mais donc je reviens à ces différents liens sur lesquels vous m'interrogez. Psychanalyse et attachement, par exemple. Moi, je ne me décrirais absolument pas comme un attachmentiste. Je suis psychanalyste et je ne suis pas attachmentiste. En revanche, je pense vraiment que tous les psychanalystes devraient connaître la théorie de l'attachement. Et que ces deux corpus théoriques, qui ont vu le jour dans des conditions historiques extrêmement différentes, ces deux corpus ne sont pas superposables, ils ne sont pas amalgamables, ils sont très différents. La psychanalyse nous parle beaucoup plus de l'intrapsychique, l'attachement nous parle beaucoup plus de l'interpersonnel, mais ces deux corpus théoriques ne sont pas clivables, ne sont pas opposables, ils sont complémentaires, ils sont articulables. Il faut qu'on arrive à les articuler. L'un nous parle, encore une fois, plutôt de la réalité externe de l'enfant, l'autre nous parle plutôt de la réalité interne. Mais si on veut comprendre un enfant, le mot comprendre en français est formidable, hein, c'est prendre ensemble. Si on veut comprendre un enfant, ben, il faut prendre ensemble, dans notre tête, différents angles, différents vertex, comme dirait Bion, différents angles d'approche de la construction et du fonctionnement de sa vie psychique. Donc moi, je ne suis pas du tout dans le consensus mou, hein, ou intermédiaire, ou d'essayer de diluer les choses. Et chaque corpus théorique doit être pris pour ce qu'il est, mais on a des points de jonction possibles, des points d'articulation, et surtout il y a une complémentarité possible entre la vision des uns et des autres. Aujourd'hui, bon, les choses ont un peu changé. Je pense qu'au début, quand Bowlby a présenté qui était psychanalyste jusqu'au bout, hein, quand Bowlby a présenté sa théorie, en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs, les psychanalystes français ont eu un réflexe d'allergie, hein, mais sans avoir lu Bowlby. C'est très net quand on relit les textes de l'époque. Il l'avait très mal lu, très peu lu. C'est d'ailleurs assez long à lire, hein, parce que l'œuvre de Bowlby est consistante. Donc, voilà. À l'époque, il y a eu des critiques d'emblée pour dire ça évacue la sexualité, ça évacue la représentation mentale, ça ne nous parle que de la présence de l'objet et non pas de l'absence. Ce sont de mauvais procès. Daniel Vidlecher à l'APF a bien montré que ce sont de mauvais procès, qui avait probablement eu un rendez-vous manqué là, avec les psychanalystes en France et l'école hongroise, qui avec l'amour primaire aurait permis de transcender le clivage entre la théorie de l'étayage et le lien comme besoin primaire. Bon, aujourd'hui, les psychanalystes ont plus lu Bowlby, c'est vrai. Et l'atmosphère s'est un petit peu apaisée. Il s'agit en aucun cas de dire que ces deux théories sont superposables, mais au moins on peut se comprendre, se parler et articuler des actions. En revanche, aujourd'hui, on a une autre difficulté, c'est que les attachmentistes, purs et durs, ne lisent pas la psychanalyse. Voilà, donc le dialogue est à nouveau difficile, mais c'est, je crois, sur un autre versant. J'espère qu'un jour, tout le monde acceptera de lire l'autre, et puis on se comprendra peut-être mieux. Je ne crois pas que... Enfin, les liens sont essentiels pour la créativité. Hein. Parfois, je fais un mauvais jeu de mots pour les étudiants. Je leur dis que l'absence de... Parce qu'étymologiquement, c'est faux, mais c'est bien quand même. Étymologiquement, je leur dis que l'absence de lien n'est pas la liberté. L'absence de lien, c'est l'aliénation, si on veut bien entendre le mot aliénation avec un A privatif. Bon, en fait, ça vient d'autre chose, mais bon, quand même. La créativité, c'est justement les liens inédits, la mise en lien, les surprises des liens. C'est ce que j'essaie de faire. Corps, psyché, vous avez été sensible à plusieurs aspects de ma démarche. Corps, psyché, psychanalyse, attachement, bébé, ado.
fœtus, bébé. Voilà. On est dans des mondes, dans des champs, dans des domaines, je ne sais pas quel est le meilleur terme, qui doivent absolument s'articuler. Je suis très ami et proche de Pierre de Lion, qui a beaucoup fait parler de lui dans le domaine de l'autisme, qui aujourd'hui travaille activement pour essayer de ramener une perspective institutionnelle dans la pratique des pédopsychiatres. Il vient d'écrire un livre sur l'urgence de la psychothérapie institutionnelle. Il a aussi beaucoup réfléchi à la notion de constellation transférentielle. Bon, à travers toutes ces réflexions, en fait, il plaide, je crois, et comme moi, enfin, nous plaidons, pour une pédopsychiatrie humaine et humaniste qui soit fondée sur les effets de la rencontre. Voilà. Et là, on rejoint quand même quelque chose de l'analyse elle-même. Aujourd'hui, on a toute une série d'éléments qui veulent ramener la pédopsychiatrie, ou la psychiatrie, enfin disons, on va parler de la pédopsychiatrie, à une discipline purement descriptive de ce qu'on voit. Il n'y a qu'à voir les classifications internationales pour la psychiatrie ou pour la pédopsychiatrie. Elles sont purement descriptives de ce que l'enfant ou le sujet, le bébé, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte même, nous montre, nous montre dans son corps, dans ses actes, dans ses gestes. Voilà. Or, surtout plus l'enfant est jeune, plus ce que je vais dire est important, je crois, plus l'enfant est jeune, la sémiologie ne passe pas que par ce qu'on voit. Elle passe fondamentalement par ce qu'on ressent, ce que l'enfant nous fait éprouver, ce que l'enfant nous fait ressentir, qu'il ne peut pas nous dire encore avec des mots, mais qu'il nous montre pourtant. Parce que je crois vraiment qu'il y a une fonction de message qui est d'emblée présente. J'ai beaucoup travaillé avec René Roussillon. René Roussillon travaille avec des adultes et des ados, et beaucoup moins qu'avec des jeunes enfants que moi. Moi, je travaille beaucoup avec des très jeunes enfants, mais aussi avec des enfants et des ados et des adultes, évidemment. Mais on se rejoint tout à fait sur cette question. On a donc écrit un livre ensemble sur la naissance de l'objet, il y a quelques années. Tout est message. Et la sémiotisation des indices ou des signaux de l'enfant ne passe que par la capacité interprétante de l'autre qui va renvoyer à l'enfant ou au bébé des informations sur des choses qu'il a émises à son propre insu. Voilà, donc ce qui se passe dans la tête de celui qui observe, de celui qui écoute, de celui qui interagit avec un enfant, on peut appeler ça son contre-transfert, en tout cas la prise en compte de son vécu clinique est essentielle et nos classifications actuelles ne servent à rien pour ça. Donc on aurait absolument besoin, bon, des études, des essais commencent à être faits, mais on aurait absolument besoin d'outils d'évaluation diagnostique, d'une démarche diagnostique qui intègre la position contre-transférentielle. Donc moi je ne vois pas comment on peut fonctionner comme pédopsychiatre sans être analyste aussi. Alors évidemment, c'est pas comme ça que les choses avancent en ce moment, et puis c'est probablement pas dans cette direction-là qu'elles vont aller. Mais même si on ne veut pas parler d'être psychanalyste, au moins que nos jeunes collègues se conforment, fassent bien attention qu'avec les enfants, avec les patients en psychiatrie, la sémiologie, tout n'est pas écrit du côté du patient. Il y a ce que nous ressentons et qui fait partie intégrante du matériel clinique. Vidlechet, Daniel Vidlechet, qui a aussi beaucoup compté dans ma vie professionnelle, enfin moins au début de la formation, mais après plus dans les rencontres, au sein de l'AEPEA dont je m'occupe depuis un certain nombre d'années, l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, était venue il y a quelques années faire une conférence inaugurale sur qu'est-ce que la psychopathologie, que sont les psychopathologies. Et finalement, dans une intervention qui a été un petit peu de transmission, un peu testamentaire, en quelque sorte, il y avait beaucoup de jeunes dans l'assistance, ça avait été un moment très fort. Finalement, il a dit, la psychopathologie, la dimension psychopathologique, c'est l'écoute.
c'est l'écoute. Et c'est le travail du psychiatre, le travail du psychanalyste, c'est pas l'étude du cerveau de l'enfant, c'est pas l'étude de ce qui se passe dans le cerveau de l'analyste, c'est le travail sur ce qui est copensé, c'était un de ces grands termes, coproduit par le patient et par le professionnel. C'est en ça que ça n'a rien à voir avec la neurologie. Voilà. Donc moi, bien sûr, ces propos concernaient davantage le cadre analytique classique, mais même dans les consultations, puisqu'on essaye de voir ensemble qu'est-ce que la dimension analytique m'apporte dans ma position de pédopsychiatre, je crois que c'est quand même une sensibilité particulière à la rencontre. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai hésité un petit peu avec le fait d'être chef d'orchestre. Ensuite, sans regret, j'ai choisi d'être psychiatre, mais je ne vois absolument pas quelle autre discipline médicale j'aurais pu faire. Parce que justement, la rencontre fait que chaque cas est strictement individuel et que nos réflexions, nos hypothèses... Enfin, je veux dire, je ne me suis jamais ennuyé une seule fois dans ma vie professionnelle. Voilà, donc je le souhaite à tous les jeunes quand même. Hein. Et sans la dimension psychanalytique, je crois que ce serait autre chose. Oui, alors, pour parler un petit peu de l'activité de transmission donc, et de formation des collègues qui nous suivent, c'est vrai que la question de la transmission est très importante à mes yeux depuis longtemps. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Institut contemporain de l'enfance, qui est un lieu de mise en synergie, puisqu'on parlait des liens, de mise en synergie d'enseignement, au sens universitaire du terme, d'enseignements nationaux ou internationaux, mais aussi de formation. Former et enseigner, c'est pas la même chose. Alors ça, je l'ai vraiment reçu, puisqu'on parle de transmission, je l'ai vraiment reçu de Michel Soulet, qui ici avait fondé le COPES, où nous sommes d'ailleurs ce matin. Hein. Le COPES, les initiales n'avaient pas une signification absolue, centre d'ouverture psychologique et sociale, mais il avait toujours dit, très tôt, moi ça m'a vraiment marqué, que enseigner est très important, il était professeur de psychiatrie, mais que enseigner que dans le champ de l'enfance, enseigner des médecins et des psychologues à l'université, c'est absolument nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi former des personnes qui sont sur le terrain, qui ont les bébés dans les bras, qui ont les enfants en face d'eux, qui sont au travail avec les adolescents, qui ne sont pas ni psychologues ni médecins et qui pourtant ont besoin d'être formés. C'est à cette fin-là qu'il avait créé le COPES. Voilà, enseigner et former, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas... peut-être pas entièrement clivable, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein. Enseigner, c'est une transmission de connaissances, une transmission de savoir. Former, c'est transformer quelque chose de la vision des choses de l'autre. Hein. Bien sûr, on va lui transmettre un certain nombre de connaissances, mais quand même, il y a un savoir-être qui va être transformé. Les bons enseignants à l'université, ce que les étudiants aiment bien, c'est parce qu'en fait, ils ne font pas non plus que du transmission de savoir. Il y a quelque chose dans leur façon d'être aussi qui touche les étudiants. Mais quand même, enseigner et former ne sont pas dans la même perspective. D'ailleurs, on forme souvent en plus petits groupes, bien sûr, que dans les amphithéâtres universitaires. Voilà, donc lui, Michel Soulet plaidait beaucoup pour ces deux aspects, la nécessité de ces deux aspects. Moi, là, je suis tout à fait dans ces pas, et l'Institut contemporain de l'enfance reprend cela de manière active. Hein, active. Une fois qu'on a dit ça, il faut se demander comment faire. Aujourd'hui, je dois dire que je suis un petit peu inquiet par rapport aux contraintes administratives qui pèsent sur les activités de formation déjà, d'enseignement peut-être, en tout cas de formation. Alors on nous dit ces contraintes sont des contraintes qui ne portent que sur les contenants.
pour analyser les processus de formation. Dans une association comme le COPES, dont je viens de parler, ou l'association Picler-Loxy-France, qui est ici aussi, sans doute vous le savez, il y a des procédures assez lourdes, tous les 2-3 ans, de vérification que les procédures sont bien respectées. Je peux l'admettre et je peux même penser que aider les gens à réfléchir sur les procédures de formation dans leurs aspects les plus formels qui soient peut les aider à réfléchir sur leur travail proprement dit. Ce n'est pas que négatif. Mais moi je me méfie beaucoup que je crains qu'au train où vont les choses, les contrôles sur les procédures de formation, sur les contenants processuels de formation, deviennent un jour des contraintes sur les contenus de formation. Et là, on sera dans quelque chose de beaucoup plus grave, évidemment. Je vois qu'en matière d'autisme, par exemple, au COPES, nous avons quelques stages et quelques cycles de formation sur l'autisme. Ils sont montrés du doigt comme étant contraires à la science. Si certains stages ne peuvent pas être validés quand ils parlent de vie psychique. On ne doit parler aujourd'hui, à propos de l'autisme, que de handicap, que de fonctions cognitives, que de biologie. Si on veut ramener une réflexion psychanalytique ou psychopathologique sur le fonctionnement des enfants autistes et sur le fonctionnement de leur système relationnel, on devient la bête noire des évaluateurs. Voilà, donc les choses, aujourd'hui, je pense, évoluent dans une direction un petit peu dangereuse. Et la psychanalyse, les psychanalystes doivent être très attentifs à ça. Il se trouve que depuis un an ou deux, à l'Association psychanalytique de France, il y a un espace qui a été créé de travail, de réflexion, un ARC, comme on dit, un atelier de recherche clinique et conceptuelle qui a été créé par Dominique Suchet, la présidente de l'Association psychanalytique de France actuelle, et puis aussi par Christophe Dejour et moi. Et c'est un espace très intéressant parce qu'on a décidé de réfléchir à qu'est-ce qui fait que les psychanalystes, en général, et dans beaucoup de sociétés, ont regardé la destitution progressive de la psychanalyse depuis 10, 15 ou 20 ans se faire sous nos yeux sans beaucoup réagir. La psychanalyse s'est vue destituée à l'université, à l'université de psychologie non, et encore, mais enfin, dans les universités de psychologie, les sciences cognitives prennent le devant. Alors, dans les facultés de médecine, n'en parlons pas. Mais la psychanalyse s'est vue destituée aussi dans les tribunaux, où les experts ne pouvaient plus être psychanalystes, etc. etc. Enfin, bon. Alors que la demande de soins psychiques reste aussi forte dans un pays comme le nôtre. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas dit grand-chose ? Christophe Dejour, lui va dans ce groupe de travail, il évoque parfois ce fameux texte de La Boétie sur la servitude volontaire. À quoi on a contribué aussi, par un silence qui pouvait être justifié par la discrétion, de ne pas trop s'engager dans le sociétal quand on est psychanalyste pour préserver notre travail, la qualité de notre travail avec les patients. J'entends bien tout ça, mais quand même, on a laissé passer les choses devant nous. Là, on arrive à un point où on se demande comment on va remonter la pente. Voilà. Donc je crois que vraiment la psychanalyse doit reconquérir des espaces de transmission, bien sûr dans la formation des psychanalystes, mais aussi de manière un peu plus large. Et personnellement, j'ai la responsabilité d'une association qui s'appelle la FPPEA, qui est l'association de formation à la psychothérapie psychanalytique des enfants et des adolescents, qui fait partie de la FFPPEA, la Fédération française de psychothérapie psychanalytique pour les enfants et les adolescents, qui regroupe différents groupes français du même ordre. Et on vient de fonder l'EFPP France. L'EFPP France, c'est-à-dire qui, pour la France, regroupe plusieurs branches, une branche qui s'occupe de groupes et de groupes, une branche qui s'occupe de couples et de familles, une branche qui s'occupe d'enfants, et puis peut-être, j'espère, bientôt une branche qui s'occupe d'adultes. Ces 4 lieux, toujours dans la perspective d'une formation à la psychothérapie psychanalytique, et qui forment donc
le FPP France qui a été fondé l'année dernière, sont rattachés à l'EFPP européenne, la Fédération européenne de psychothérapie psychanalytique. Et là, il y a, je crois, une vraie réflexion à avoir pour l'avenir. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec Daniel Vidlechet et avec Didier Houzel en particulier, où on se met dans une position très idéalisante, en disant que les psychothérapies d'enfants, par exemple, ou les psychothérapies d'adultes, finalement, les psychanalystes sont très bien formés pour le faire et on a besoin de personne d'autre. On a besoin de personne d'autre, sauf qu'en ce moment, il y a une demande énorme et que jamais les psychanalystes d'un pays comme la France ne pourront prendre en charge tout seuls toute cette souffrance psychique qui demande, qui n'est pas forcément une souffrance psychique assignable à une catégorie précise, mais qui est la souffrance de la vie, la souffrance de mal-être, le malaise au quotidien. Bon, les psychanalystes des différentes associations ne seront jamais assez nombreux pour répondre à ça. En tout cas, je vous le garantis en ce qui concerne les enfants. Ou on se met dans une position un petit peu plus pragmatique, qui est de dire, formons des psychothérapeutes qui peut-être n'ont pas tout de suite tout le cursus analytique au sein de l'APP, de la SPP, de l'APF ou d'autres sociétés, IPA ou non, qui peut-être l'auront plus tard, mais à qui déjà on peut apprendre un métier de psychothérapeute sérieux, avec un travail analytique personnel suffisant pour démarrer, bien entendu, avec un respect du cadre, un travail sur la technique, un travail sur l'observation. Voilà. Donc, moi, personnellement, compte tenu de la demande énorme qui existe dans le grand public pour des soins d'ordre psychothérapeutique ou psychanalytique pour les enfants, je me dis que moi, je choisis vraiment le point de vue pragmatique. Formons des gens. Peut-être que ces différentes personnes ensuite feront un cursus, mais peut-être déjà ils peuvent travailler correctement avec les enfants. Et puis, cette question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie psychanalytique par rapport à une psychanalyse au sens classique du terme, c'est une question qui est, comment dire, à la fois stimulante et irritante. Moi d'abord, je pense que si on arrivait vraiment à faire une place à légitimer véritablement la psychanalyse de l'enfant, qui se fait sans... Je pense que je ne vous apprends rien, sans divan ni setting classique. Si on arrivait vraiment à bien délimiter qu'est-ce que c'est qu'une psychanalyse d'enfant, je crois que ça éclairerait le débat entre psychothérapie et pour les adultes aussi, entre psychothérapie et psychanalyse. Bon, on n'y est pas encore, mais je crois que pour légitimer d'ailleurs la psychanalyse de l'enfant, il faut que dans nos sociétés, on fasse une place aussi à la formation pour la psychanalyse de l'enfant, mais pour tout le monde. Moi, je rêve d'un monde où tous les analystes feraient un contrôle d'enfant et un contrôle d'adulte. Tous nos patients adultes ont été des enfants. L'enfance, c'est pas une spécialisation en plus, c'est pas une maladie ou une situation particulière dans laquelle on va se spécialiser une fois qu'on est psychanalyste. C'est pas parce qu'on a fait 2 supervisions d'adultes poussées, approfondies, consciencieuses, d'adultes névrotiques, si on en trouve encore des névrotiques typiques. Bon, c'est pas parce qu'on est très compétent dans la théorie, la réflexion, la clinique et la technique de la cure analytique de sujets névrotiques qu'on peut tout entendre avec des enfants, des adolescents, des psychotiques, des toxicomanes. Non, il y a des adolescents, il y a des choses qui s'apprennent quand même. Hein. Voilà, donc moi je pense qu'il faudrait que, ça existe déjà dans certains pays d'ailleurs, qu'il faudrait que chaque analyste, si un jour il ne voit plus que des adultes, et d'ailleurs dans ce cas je le plains, pour moi la psychanalyse, être psychanalyste, c'est être en mesure de recevoir et de travailler et avec des adultes, et avec des ados, et avec des enfants, et avec des bébés. Je me sens très en accord avec Antonino Ferro, qui dit que la psychanalyse est une et entière, qu'elle s'exerce simplement dans des situations diverses. Bon, en tout cas, je pense que même si un psychanalyste ne devait
plus recevoir que des adultes, une formation à la psychanalyse de l'enfant lui serait vraiment extrêmement utile. D'ailleurs, je ne sais pas si on avait prévu de parler de ça, mais je reviens à Bowlby et l'attachement. Quand il a demandé à Esterbik d'inventer l'observation directe des bébés, l'observation qu'on appelle maintenant l'observation directe selon la méthode d'Esterbik, à l'époque, John Bowlby dirigeait la Tavistock Clinic et lui avait demandé d'inventer quelque chose qui permettrait à tous les analystes, d'enfants ou d'adultes ou des deux, d'être sensibilisés à quelque chose de l'enfance, en pensant que même les analystes qui reçoivent des adultes ont tout intérêt à savoir, quand nos patients nous racontent leur histoire, quand ils remontent progressivement vers les temps initiaux, tout analyste a intérêt à savoir un petit peu comment un enfant se développe dans son milieu naturel. Donc l'observation directe des bébés sur la méthode d'Esterbik, elle a été inventée pour tous les analystes, sans différence. Voilà, donc le monde dont je rêve, vous voyez, on en est quand même loin, en tout cas en France. Pour moi, il y a deux choses dont je rêve. La première, je vous l'ai déjà dite, c'est que tout analyste doit, qu'on demande à tout futur analyste de faire des supervisions, dont l'une d'enfants. Et deuxièmement, que l'observation directe soit proposée à tous les analystes. C'est une méthode de formation extraordinairement féconde, qui apprend la rigueur du cadre, le tact, la patience, supporter ce qui est difficile à supporter. Enfin, bien sûr, l'observation directe n'a rien à voir avec l'analyse au sens strict, mais elle déploie, elle travaille des qualités psychiques qui peuvent être extrêmement utiles aux futurs analystes. Moi, je suis un fervent partisan que, comme dans certains pays déjà, l'observation directe fasse partie du cursus de tous les futurs analystes. À la faculté Necker, c'est une sensibilisation des étudiants en médecine très tôt dans leur cursus pour essayer de leur faire sentir la différence entre une observation pédiatrique qui est où on apprend des signes, où on cherche les signes qu'on connaît, où on est un petit peu dans le déductif, dans le rapide, dans le monofactoriel, et une observation psy, qui soit au contraire non pas déductive, mais inférentielle, polyfactorielle, enfin c'est toute une temporalité différente. Hein. J'ai un regret quand même, qui est que la psychanalyse de l'enfant n'y a pas la place tout à fait qu'elle devrait avoir. Mais ça progresse. Ça progresse. Et il y a eu une époque très tendue, il y a maintenant une vingtaine d'années, autour de Didier Houzel, qui avait déclenché une demande à l'IPA de venir voir ce qui lui paraissait ne pas convenir, que peut-être on ne parlait pas assez de psychanalyse de l'enfant, que peut-être on ne travaillait pas assez les niveaux archaïques. Bon, il est très proche d'une psychanalyse bionienne, Didier Houzel. Voilà, donc ça avait créé beaucoup de remous à l'époque. Et puis ça a laissé certainement quelques traces et quelques cicatrices, mais je pense que finalement ça a quand même eu un effet positif, et au fil des années, une petite place, ça avance. Les différentes présidences, je trouve, ont un petit peu débloqué la situation. Laurence Kahn en particulier, qui elle-même d'ailleurs a beaucoup travaillé avec les enfants, a été assez sensible à cette question-là. Aujourd'hui, Dominique Suchet également, mais on n'a pas encore un nombre suffisant de séminaires, on n'a pas encore un nombre suffisant de lieux pour parler de la psychanalyse de l'enfant. Mais bon, là pour le coup, je suis assez optimiste. Je pense que ça va progressivement se mettre en place. La psychanalyse de l'enfant n'est pas un luxe. Hein. Je pense vraiment que... Je l'ai suffisamment dit, mais je le redis, je pense vraiment que c'est une nécessité pour tout le monde. Ouais. En Belgique, par exemple, la place de l'enfant est un petit peu plus grande dans certaines sociétés. Certaines sociétés en Italie aussi. L'Espagne, la Belgique et l'Espagne ont fait... Bon, c'est pas forcément pour toute la Belgique, toute l'Espagne, enfin dans certains lieux, on fait une place à l'observation directe des
des bébés. En Suisse, moi j'ai beaucoup travaillé avec la Suisse, en particulier avec Bertrand Kramer, Francisco Palacio, Manzano. Et il me semble qu'en Suisse, ce conflit entre analyse d'enfants et analyse adultes est beaucoup moins fort qu'en France. Assez récemment, j'en ai parlé aussi avec Florence Guignard, qui maintenant vit en Suisse d'ailleurs, hein, et qui a écrit un livre, enfin il y a eu un recueil récent par Sylvie Régnier qui a été fait extrêmement intéressant. La justification de la psychanalyse de l'enfant, ça n'est pas seulement que dans la psychanalyse de l'adulte, on soigne l'enfant dans l'adulte. C'est un aspect intéressant. Ferenczi en a parlé, Florence Guignard en a reparlé aussi, d'autres en ont parlé. C'est vrai qu'on pourrait dire toute analyse d'adulte est au fond venir en aide à l'enfant dans l'adulte qui est resté en souffrance au fond de lui. C'est intéressant et pourquoi pas, mais c'est pas seulement ça pour moi. La psychanalyse de l'enfant, la formation à la psychanalyse de l'enfant va aussi permettre aux futurs analystes de travailler différemment la question du contre-transfert. D'une manière générale, on peut fuir dans sa tête pour éviter ses pensées, et on peut fuir ses pensées pour éviter ses sensations. Voilà. Et là aussi, tout à l'heure vous faisiez remarquer que j'avais tendance à vouloir toujours dépasser des clivages. Ben, ce clivage-là, oui, parce que soit on est dans un contre-transfert purement théorisant, dans ses pensées, sans prendre en compte ce qu'on ressent, et c'est très intéressant peut-être, mais c'est très intellectualisant, et je crains que ce soit un petit peu défensif, ou bien on se réfugie dans ses sensations, dans une espèce de contre-transfert ineffable, et on ne peut rien en faire du point de vue de l'articulation à la pensée. La psychanalyse, le travail avec les enfants nous impose, c'est ça qui est enthousiasmant, nous impose absolument de prendre en compte ensemble notre contre-transfert corporel et notre contre-transfert théorisant, c'est peut-être conceptuel. Cette possibilité, cette formation à la prise en compte conjointe de ces deux composantes du contre-transfert, ça permet d'écouter les adultes très différemment. Très différemment. C'est pas simplement, j'y reviens, c'est pas simplement soigner l'enfant dans l'adulte, c'est que ce qu'on a appris comme façon de travailler avec les enfants peut nous aider avec les adultes, et en particulier dans certaines circonstances, des passages difficiles de la cure. Pour conclure, il faut peut-être donc aborder un petit peu les pistes de réflexion qu'on peut avoir dans la psychanalyse aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon travail avec Sylvain Missonnier, puisqu'on a coécrit ensemble un livre qui s'appelle Le fœtus bébé, enfin il y a un slash entre les deux, Le fœtus bébé au regard de la psychanalyse. Bon, évidemment, hein, il y a certainement beaucoup de psychanalystes d'adultes qui sursautent un petit peu, mais enfin bon. Et notre sous-titre, quand même, c'est « Vers une métapsychologie périnatale », sans point d'interrogation. Parce qu'il faut y aller. On n'est pas là pour se demander s'il faut y aller, il faut y aller. Parce que, donc moi, je vous ai dit, un bébé, autisme, adoption, quand même, j'ai consacré beaucoup de mon temps au bébé, sans langage, sans de langage encore, aux autistes sans langage. Et moi, je suis très sensible au fait que la demande chez ces patients très jeunes ou très archaïques est particulière. Ils demandent quelque chose, sinon on ne pourrait pas travailler avec eux. Mais je ne suis pas sûr qu'ils nous demandent quelque chose à nous en tant qu'objet très différencié, parce que pour les bébés c'est encore trop tôt, et parce que les autistes sont bloqués dans leur difficulté d'accès, justement, à l'intersubjectivité et à la subjectivation. Voilà, donc ils nous demandent quelque chose, on le ressent, mais c'est pas à nous en tant qu'objet clairement perçu, c'est plutôt une demande plus adressée vers un extérieur, un environnement. Voilà. Donc à partir de là, on essaye avec Sylvain Missonnier de travailler la question d'une topique des liens, dans la mesure où il nous semble que la représentation intrapsychique des liens pourrait précéder, peut-être de pas très longtemps, mais enfin pourrait précéder la représentation de l'objet en tant que tel. C'est ce que j'ai développé dans le podcast de l'IPA. Cette demande dont je viens de parler des bébés, des patients très archaïques, qui est une demande donc qui n'est pas objectalisée, qui n'est pas adressée à un objet précis, mais qui est plus une demande, on pourrait dire un peu intransitive, sans complément d'objet, mais quand même vers le dehors, elle est extrêmement intéressante parce que on a besoin d'une topique très précoce si on veut être analyste en pré-Oedipe. C'est là-dessus qu'on tourne depuis des années et des années. Si la psychanalyse a des choses vraies
à nous dire, à nous transmettre, et j'en suis alors intimement persuadé, ce qu'elle a à nous dire d'important, de vrai, ça ne commence pas à 2 ans et demi. Il y a des choses à dire avant. Et le bébé, les tout petits, les enfants autistes également, ne nous imposent aucun renoncement particulier. On peut tout à fait se servir avec eux de la théorie de l'étayage, on peut tout à fait se servir avec eux de la théorie des pulsions si on en a envie, on peut tout à fait, on doit se servir de la théorie de l'après-coup, quitte à la remanier un petit peu comme Dietkin l'a proposé d'ailleurs pour les traumatismes hyper précoces. Bon, en tout cas, il ne nous impose aucun renoncement à nos standards psychanalytiques. En revanche, il y a un problème avec la topique, puisque tant que le bébé n'est pas un peu différencié, l'intrapsychique pose problème. La représentation intrapsychique de l'objet n'est pas immédiate. Or, la représentation intrapsychique du lien est probablement plus précoce. Donc peut-être qu'une topique des liens nous permettrait. Alors je ne parle même pas de troisième topique, parce que c'est un peu prétentieux. Il y a les 2 topiques freudiennes, elles sont de toute façon extrêmement utiles avec les patients en général. Mais une topique des liens nous permettrait peut-être d'asseoir davantage notre légitimité de psychanalyste préoedipien, si je puis dire, enfin travaillant avec le préoedipe. Ce qui fait que, pour répondre à cette question de un peu les pistes actuelles, moi il me semble que depuis 1895, disons, 1900, la psychanalyse s'est entièrement consacrée et de manière incroyablement fructueuse, hein, parce que, enfin, je n'ai peut-être pas suffisamment dit, mais la psychanalyse, elle est épistémologiquement incroyablement moderne. Elle est très efficace. Je veux dire, il faut vraiment ne pas vouloir le voir pour dire que tout ça ne sert à rien. Les preuves sont là, sur la table, tout le monde le sait. Bon. Mais il y a des résistances. Hein, Simone de Beauvoir disait que le plus grand fléau de l'humanité, c'est pas l'ignorance, c'est le refus de savoir. Là, il y a un vrai refus de voir que la psychanalyse est une avancée considérable. Mais elle s'est surtout centrée sur le couple sujet-objet différencié, à partir de la névrose et puis des états psychopathologiques un peu aux alentours. Aujourd'hui, je crois que si la psychanalyse veut non seulement survivre, mais se développer, continuer à se développer, il faut qu'elle arrive aussi à travailler en deçà du couple sujet-objet et peut-être au-delà du couple sujet-objet. Alors, je viens de vous raconter tout ce qu'on essaie de développer avec Sylvain Bissaudier. Je suis peut-être un petit peu plus au clair avec l'en-deçà. Là, j'ai envie d'une psychanalyse qui puisse travailler sur les liens et pas forcément encore sur le sujet-objet en tant que tel. Sur l'au-delà du couple sujet-objet, il y a des tentatives actuellement très intéressantes qui existent pour essayer que la psychanalyse prenne en compte l'environnement aussi, au-delà du sujet et de l'objet. Et je pense en particulier aux travaux actuels de Jean-Paul Matteau en Belgique. Jean-Paul Matteau qui a écrit plusieurs livres et dont l'un s'appelle Le soi disséminé, qui est extrêmement intéressant et lui aussi plaide pour cette idée, enfin soutient l'idée que la psychanalyse, si elle veut rester dans notre culture actuelle, elle doit aller au-delà du couple classique sujet-objet et essayer d'intégrer l'écosystème dans son raisonnement. Hein. Donc il y a un en-deçà et un au-delà du couple classique. C'est peut-être de cette manière-là que je peux dire les choses. Très bien, merci beaucoup, professeur Bernagotte. C'est moi qui vous remercie.